L'histoire commence à Shanghai. Dans une pièce tranquille, une femme aux cheveux bleu-vert, Zhang Wangchen, allaite son fils nouveau-né. Elle murmure à son bébé, Chen Shen, qu'il a de la chance de ne faire que manger et dormir, souriant à l'idée que si elle perd son sommeil à cause de lui, cela en vaut la peine s'il grandit en bonne santé. Sans le savoir, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et possède la conscience de sa vie antérieure. Alors qu'il tète, il constate que son cerveau n'est pas encore pleinement développé. Et pourtant il est parfaitement conscient. Un écran de statut bleu, semblable à celui d'un jeu, apparaît, l'identifiant comme Lin Zichen, âgé de 33 jours, avec un niveau biologique de rang ordinaire 1. Il réalise qu'il possède une capacité spéciale, une sorte de triche. À 3 mois, Lin Zichen est dans son berceau sous le regard de ses parents, Zhang Wangchen et Lin Yancheng. Son père remarque à quel point le bébé semble physiquement doué, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes, ou du moins un cyborg. Alors qu'il parle, Lin Zichen donne des coups de pied. Une notification du système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, ce qui lui accorde l'attribut biologique, usage et progrès. Cette compétence permet à toute partie de son corps qu'il entraîne de devenir infiniment plus forte, dans les limites du carbone. Il sent sa force augmenter et se demande ce que son père a bien pu vouloir dire par fusionneur de gènes et cyborg, imaginant des super-héros. À 4 mois, Lin Zichen a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter d'effrayer ses parents avec son développement anormalement rapide, il ne s'entraîne que la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois il maîtrise la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents, sans que cela ne paraisse trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur les bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lin Zichen comprend que ce monde est radicalement différent du sien. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes, appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique. Les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique. Les humains fusionnent leurs gènes avec ceux des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leur propre puissance. Conscient des dangers, Lin Zichen réincarné résolve d'utiliser son système pour grandir en sécurité, faire évoluer ses capacités tout en restant discret, et survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette retentit. Zhang Wangchen ouvre à une femme en robe bleue, Xiong Meng, leur nouvelle voisine. Gang présente sa famille, son mari Shen Jiani, et leur jeune fille Shen Qinggan, qui serre une poupée contre elle. Lin Zichen regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît en Shen Qinggan sa première amie dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe, et Lin Zichen se consacre à son entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence, usage et progrès, il maîtrise la course, le saut et les bases du langage, en se parlant à lui-même, gagnant des points de stats pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé jusqu'aux abdominaux et aux pompes dans son berceau. Il veille à ne pratiquer que lorsque ses parents sont absents. Mais un jour, sa mère Zhang Wangchen entre sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des abdominaux. Elle se frotte les yeux, incrédule. Cependant, étant une auteure de romans web, elle met cela sur le compte d'une hallucination due au stress. Lin Zichen feint immédiatement de dormir, pousse un soupir de soulagement, et note mentalement d'être plus prudent. Quelques jours plus tard, alors qu'elle lui donne son bain, Zhang Wangchen fait une autre découverte choquante. Elle appelle son mari, Lin Yancheng, en hurlant. Lorsqu'il se précipite, elle lui montre que leur fils de 8 mois a des abdominaux dessinés. Lin Yancheng est stupéfait. Il suggère, excité, que leur fils pourrait être un prodige unique, promis à un avenir brillant en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. Entendant cette narration de génie, Lin Zichen est soulagé que son secret soit safe, réalisant sa chance d'avoir 2 auteurs de romans web comme parents. Lin Zichen réfléchit que sur cette terre mutée il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent à la télévision un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille de arts martiaux qui peut soulever un haltère de 20 kg d'une seule main. Zhang Wangchen serre son fils contre elle, affirmant fièrement que son Chen Shen est tout aussi incroyable. Lin Zichen est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il pourra aussi soulever 20 kg à son 2e anniversaire. Lorsque Lin Zichen fête ses 2 ans, son entraînement porte ses fruits. Il est resté discret tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans le débarras. Sa session est interrompue lorsque sa mère appelle pour lui dire que Han Han, le surnom de Shen Qinggan, est là pour jouer. Surpris, il repose le poids et sort. Il ouvre la porte pour trouver Shen Qinggan, maintenant aussi âgé de 2 ans, qui lui tend une tarte. Lin Zichen remarque intérieurement qu'en raison de leurs âges mentaux différents, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est une petite fille typique, il utilise chaque moment pour s'entraîner. Il a trouvé un moyen unique de passer du temps avec elle.
Comme elle aime rester collée à lui, elle sert de gilet lesté parfaitement adapté à ses exercices. Cependant, il y a un problème récurrent, dont il se souvient lorsqu'il sent une chaleur humide et s'écrie que Hanan l'a encore pissé dessus. Une autre année passe. À 3 ans, la force de Lin Zichen a cru exponentiellement, et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision, il voit un reportage sur un prodige de 4 ans, soulevant un haltère de 30 kg, et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système indique toujours que son niveau biologique est ordinaire 1. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le niveau 2. Avec ces questions en tête, il sort de chez lui pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste époustouflant, peuplé d'hommes bêtes et de cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leurs voisines, Xu Meng et Shen Qinggan, il se rend à la bibliothèque. Comme ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère l'oriente vers la section jeunesse. Mais Lin Zichen se dirige vers les encyclopédies avancées, tandis que Shen Qinggan, inquiète, le suit. Les mères regardent, perplexes. Xu Meng demande pourquoi il aime ces livres, et Zhang Wangchen devine que ce sont ses gènes de génie. Alors que Shen Qinggan lui offre des biscuits, Lin Zichen est absorbé par sa lecture. À travers les livres, il apprend que toute vie est catégorisée en 6 niveaux biologiques. Ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun divisé en 9 rangs. Il réalise que les humains normaux comme ses parents sont tout en bas, ordinaire 1, aussi insignifiants que des fourmis comparés aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance attise une urgence en Lin Zichen. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système l'alerte d'une nouvelle quête. Lire 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Excité à l'idée de former à la fois son esprit et son corps, il accepte. Pendant l'année suivante, Lin Zichen partage son temps entre l'entraînement physique et une lecture vorace. À 4 ans, lui et Shen Qinggan commencent la maternelle, tenant la main de l'enseignante, Madame Zhang Mei. Son travail acharné porte ses fruits. Peu après le début de l'école, il atteint le niveau ordinaire 2. Sa puissance physique est immense. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter en hauteur 2 mètres, et sprinter 100 mètres, en moins de 11 secondes. Des statistiques exceptionnelles pour un adulte, sans parler d'un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants entourant une Shen Qinggan en larmes, la traitant de pisseuse au lit. Voyant son ami maltraité, il sait qu'il doit agir. Il bondit dramatiquement au centre des intimidateurs. Il leur lance un regard noir et profère une menace terrifiante. Si quelqu'un harcèle à nouveau Han, il pissera sur leur lit tous les jours. La menace, enfantine mais menaçante, fonctionne. Les brutes éclatent en sanglots, jurant de ne jamais revenir à la maternelle. Shen Qinggan regarde son protecteur avec admiration. Cet acte débloque un nouveau succès, le titre de roi de la maternelle, et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Ayant lu 100 millions de caractères, il est récompensé par la racine céleste de la sagesse, qui lui confère une mémoire édétique parfaite et une capacité d'apprentissage au summum de l'humain. Le temps file, et bientôt, lui et Shen Qinggan ont presque 7 ans, posant pour leurs photos de fin de maternelle. Même pendant les vacances, Lin Zichen ne se repose pas, maintenant assez fort pour s'entraîner avec un haltère massif de 200 kg. Durant ces vacances, ses capacités atteignent de nouveaux sommets. Il pouvait sauter plus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes aux 100 mètres, avec un temps de 7,98 secondes. Son esprit était tout aussi affûté. Stimulé par son nouvel attribut, il avait déjà terminé la majeure partie du programme scolaire primaire. Sa nouvelle vie commence à elle, école primaire Sunshine. Comme il étudiait déjà seul des sujets avancés, les compétitions académiques étaient faciles. Il a remporté sans effort la première place au concours national académique des écoles primaires, juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Dès qu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qinggan. Bien qu'elle ne soit pas un talent exceptionnel, elle était diligente. Avec son aide, ses notes se sont considérablement améliorées, et après un semestre, elle était classée 2e de la classe, Lin Zichen occupant la première place. Pour accélérer sa quête, il a également participé aux rencontres sportives de l'école, battant tous les records. Alors qu'il pensait que sa vie scolaire continuerait dans cette routine prévisible, une nouvelle élève spéciale est apparue. L'enseignante a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Bai Xue. Lin Zichen a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait sur le pas de la porte, il pouvait sentir une aura inhabituelle et faible, qui n'appartenait pas à un humain normal. Alors que la nouvelle élève, Bai Xue, marche pour trouver un siège, les autres élèves la regardent avec curiosité.
Shen Qinggan se penche vers Lindsay Chen, qu'elle appelle Xiao Chen, et chuchote à propos de la beauté des cheveux de Baeksu, semblables à des flocons de neige hivernaux. Cependant, Lindsay Chen n'est pas d'humeur à discuter d'esthétique. Alors que Baeksu s'assoit près de lui, son esprit est préoccupé par Lul, étrange aura non humaine qu'il perçoit d'elle. Il se demande si elle pourrait être une fusionneuse de gènes, ou la descendance d'une telle personne. Dans les jours qui suivent, Baeksu s'avère être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès la fin du cours, restant immobile. Elle se lève à peine même pour aller aux toilettes. Au début, les élèves sont curieux, allant jusqu'à prendre des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent l'intérêt. Et la classe retrouve sa routine. Cette paix est brisée plus d'un mois plus tard. Un phénomène bizarre commence. Baeksu se met à sécréter un liquide blanc et visqueux. La substance a une odeur fétide et dégouline sur ses vêtements et ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de l'odeur terrible. Un garçon malveillant ricane un commentaire grossier sur le liquide, et lui verse alors sa bouteille d'eau sur la tête, prétendant qu'il la nettoie. Humilié et trempé, Baeksu serre son poing sur le bureau, et des larmes ruissellent sur son visage alors qu'elle se met à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les brutes éclatent d'un rire cruel face à sa détresse. Observant la scène depuis leur bureau, Shen Qinggan se tourne vers Lindsay Chen, avec une expression inquiète, demandant s'ils peuvent aider la pauvre Baeksu. Lindsay Chen est confus. Il avait senti que Baeksu était dangereuse, alors il ne comprend pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. Alors qu'il marche vers les brutes, il fait une évaluation. Bien qu'il ne la comprenne toujours pas, il réalise que pour l'instant elle n'est pas une menace. Elle est juste une fille faible en train d'être harcelée, et il doit intervenir. Lindsay Chen s'approche du chef des brutes et l'attrape par le col, l'appelant par son nom, Guanchun. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau sur le bureau de Baeksu. Guanchun est terrifié et balbutie qu'il va l'essuyer tout de suite. Les autres brutes savent qu'ils ont des ennuis. Lindsay Chen est connue dans toute l'école pour être douée à la fois dans les études et dans les bagarres. Même les élèves de 6e n'osaient pas l'embêter. Sachant qu'il vaut mieux obéir, ils attrapent rapidement des mouchoirs et nettoient le désordre. Une fois le bureau nettoyé, le regard de Lindsay Chen balaie le groupe. Il ordonne à tous ceux impliqués de s'excuser immédiatement auprès d'elle. Les brutes, transpirants et terrifiés, s'exécutent rapidement. Ils font la queue devant son bureau, et s'inclinent, présentant leurs excuses, et promettant de ne plus jamais la harceler. Les brutes partis, Baeksu lève les yeux, ses yeux encore embués de larmes. Elle les remercie avec gratitude, Lindsay Chen et Shen Qinggan. Shen Qinggan pose une main réconfortante sur elle, épaule de Baeksu, lui disant que les camarades de classe sont censés s'entraider. À partir de ce jour, Shen Qinggan fait de sa mission d'être l'ami de la silencieuse fille aux cheveux blancs, traînant toujours Lindsay Chen avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qinggan est particulièrement gentil, partageant toujours ses snacks les plus savoureux avec Baeksu en premier. Durant l'un de ces moments, alors que Shen Qinggan lui offre une friandise, Baeksu hésite. Elle les regarde et demande s'ils ne sont pas dégoûtés par elle à cause de son odeur. Elle s'excuse de ne pas leur faire confiance, mais depuis qu'elle est petite, elle a toujours été rejetée par tout le monde. Que quelqu'un soit gentil avec elle semble si irréel, qu'elle pense devoir rêver. Baeksu lève les yeux, surprise, lorsque Shen Qinggan lui affirme fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qinggan sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, alors elle ne serait jamais dégoûtée par elle. Elle déclare qu'aussi longtemps que Baeksu le voudra, elles seront amies pour toujours, entraînant un Lindsay Chen légèrement exaspéré dans cette promesse. Submergé par l'émotion, Baeksu serre Shen Qinggan dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage, alors qu'elle les remercie pour leur gentillesse. Après s'être ressaisie, elle leur dit qu'elle veut leur offrir un cadeau en retour. Elle tend un collier orné d'une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, espérant que cela puisse être un symbole de leur amitié. Shen Qinggan accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école au coucher du soleil, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, alors que leur nouvelle amitié venait de se sceller, l'inattendu se produisit. Un jour, Shen Sandy est stupéfaite d'apprendre que Baeksu a quitté l'école. Lindsay Chen le confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de radiation. Il revoit la scène dans sa tête, observant depuis la porte du bureau du directeur. Il a vu Baeksu avec le directeur, et un homme grand et intimidant aux bras cybernétiques. Le directeur assurait à l'homme que les papiers de Baeksu étaient complétés, et que ces informations resteraient confidentielles. Cette rencontre confirma les soupçons de Lindsay Chen. L'identité de Baeksu n'était pas simple. À partir de ce jour, il ne revit jamais Baeksu, restant à se questionner sur elle. Mais il note que les événements qui suivirent sont ce qui captiva véritablement son attention. Quelque temps plus tard, Lindsay Chen est chez lui et donne un massage des épaules à sa mère, Zhang Guangshen.
Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée à taper sur son clavier. Lindsay Chen note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnelles grâce à sa racine céleste de la sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un important reportage aux informations. Il met en lumière une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes, et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lindsay Chen reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génétique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant si on essaye d'en faire un influenceur. Les parents en discutent. Lin Yansheng explique que le garçon vient d'une famille de arts martiaux millénaires. Ils doivent donc posséder une technologie de fusion génétique avancée. Zhang Guangchen rétorque qu'il est wrong d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari contredit en disant que pour une telle famille, les intérêts familiaux passent d'abord, ce qui lui vaut un sarcastique « tu sais tout » de sa femme. Pendant que ses parents se chamaillent, Lindsay Chen est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kilos. Maintenant, il peut en soulever 500, une multiplication par 5. En comparaison, Lindsay Chen, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kilos d'une seule main, sans aucune fusion génétique. Il conclut, en serrant le poing avec confiance, que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance était au zénith, mais ce sentiment fut de courte durée. Le reportage suivant lui apprit la véritable signification de la peur. Une nouvelle en direct montre une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une explosion massive. Le reportage indique que, d'après les images, l'attaque a été perpétrée par des rats aberrants géants. Écran montre des images horrifiantes de rats monstrueux envahissant les ruines, capturant une femme hurlante dans leurs mâchoires massives, puis la dévorant sauvagement. Le reportage continue, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque des rats aberrants, attisant les flammes depuis l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un officiel du pays Sakura dévasté implore une aide internationale, expliquant que les hérétiques sont une secte obscure manipulant les bêtes. En regardant les informations, Lindsay Chen apprend que la secte est une organisation anti-humaine de traîtres, qui servent les bêtes aberrantes pour leur propre gain. Il se sent soulagé d'être né dans un pays puissant et stable, lui offrant un endroit sûr pour grandir en force, tout en restant discret. Ses pensées sont brisées par des bangs supersoniques dehors. Il se précipite à la fenêtre et écarte le rideau pour voir un escadron de cyborgs lourdement armés, volant dans le ciel nocturne. Il se demande pourquoi tant sont déployés, espérant qu'il ne se passe rien de grave. Le lendemain matin, tout semble normal. Lindsay Chen attend Shen Qinggan, qui arrive en courant, s'excusant pour son retard. Alors qu'elle approche, il remarque quelque chose d'étrange. Le collier de croc de bête offert par Bai Xu, maintenant porté par Shen Qinggan, émet une lueur bleue vive. Il réalise que le croc provient d'une bête aberrante, et est la source de la faible aura non humaine qu'il avait sentie chez elle. La lueur disparaît aussi vite qu'elle est apparue, et il pense plus. Cependant, entre les cyborgs et la réaction du croc, Lindsay Chen sent que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Sur le chemin de l'aile, école, une femme frappante aux longs cheveux roux, vêtue d'une robe noire, s'appuie contre un lampadaire et les observe. Elle commente à quel point ils sont des enfants adorables, et se place devant eux, demandant s'ils sont frères et sœurs. Shen Qinggan la corrige fièrement, expliquant qu'ils sont meilleurs amis depuis l'enfance. La femme sourit avec nostalgie, remarquant qu'elle aussi aurait aimé avoir un ami d'enfance. Puis, son expression devient sinistre. Elle se penche, les yeux scintillants, et demande pourquoi ils vont à elle, école seule, et où sont leurs parents. Alors que Shen Qinggan commence à répondre, Lindsay Chen attrape rapidement sa main, la coupe en net. Il l'entraîne, déclarant qu'ils vont être en retard, laissant la femme mystérieuse derrière eux. Une fois à une distance sûre, il lui reproche gentiment de ne pas parler aux étrangers. Elle hoche la tête. Après école, Lindsay Chen les guide à travers une ruelle déserte. Shen Qinggan commente nerveusement à quel point c'est effrayant. Lindsay Chen explique que la zone est programmée pour la démolition et que tout le monde a déjà déménagé. Leur marche est interrompue par une voix familière. La femme rousse du matin apparaît, commentant qu'ils sont enfin sortis de école. Elle n'est pas seule. Un homme grand et musclé nommé Sheng est avec elle. La femme dit à Sheng qu'elle a les enfants ici. Lindsay Chen est alarmée. Il avait délibérément choisi un chemin différent, mais elle les avait d'une manière ou d'une autre suivis. La femme essaye de les attirer avec une voix douce, leur offrant des friandises. Son complice, Sheng, s'impatiente. Il lui dit d'arrêter de parler, et d'assommer les enfants pour en finir. Sans un mot de plus, Sheng se rue sur eux avec un chiffon, criant qu'il est pressé de les vendre pour de l'argent. Alors qu'il se rapproche, Lindsay Chen pousse Shen Qinggan sur le côté et se positionne pour lui faire face. Il serre le poing et lance un coup puissant de toutes ses forces. Le coup atteint directement le visage de Sheng,
arrêtant net l'homme plus grand. La force immense envoie Sheng voler en arrière dans la ruelle avec un cri de douleur. La femme rousse regarde, incrédule, choquée qu'un écolier ait pu envoyer un adulte voler. Au sol, Sheng crache du sang. Sonné. Avec Sheng à terre, Lin Zichen se tourne vers la femme rousse. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui assène un coup solide au ventre, suivi d'un uppercut puissant qui l'assomme. Debout sur les ravisseurs vaincus, son expression se durcit. Il ramasse une brique à proximité, ses intentions sombres. Il raisonne qu'il n'y a pas de caméra dans la ruelle déserte, il doit en finir. S'il survive, ses pouvoirs surhumains seront exposés, ruinant son plan de rester discret et de devenir plus fort. Alors qu'il s'apprête à porter le coup final, le sol tremble violemment. Un puissant tremblement de terre secoue la ruelle, les prenant au dépourvu. Un moment plus tard, une main griffue massive fracasse le mur d'un bâtiment voisin. Un rat aberrant géant et monstrueux émerge de la poussière et des décombres, dominant au-dessus d'eux. La bête ignore les enfants et se penche sur la femme inconsciente. Mais au lieu de la dévorer, elle la décapite d'un coup de griffe rapide. Le rat ramasse alors sa tête tranchée alors que Shen Qinggan crie de terreur. Reconnaissant le danger, Lin Zichen prend la Shen Qinggan horrifiée dans ses bras. Il lui dit que c'est un rat aberrant géant et qu'ils doivent se mettre en sécurité. Il tourne les talons et sprint, la portant tandis qu'il fuit. Alors qu'il s'échappe, une traînée rouge et or fend le ciel. Une cyborg féminine aux cheveux blonds et des attaches en forme d'oreilles de lapin sur son casque plonge dans la ruelle. Elle se déplace avec une vitesse incroyable, un flot de mouvement, alors qu'elle dépasse le rat. Shen Qinggan, regardant par-dessus Kael'Kra, épaule de Lin Zichen, s'exclame à quelle vitesse la cyborg est incroyable. La cyborg atterrit avec grâce derrière le monstre. Face au rat, la cyborg prépare son attaque. Son gantelet brille alors qu'elle charge son arme, et annonce « fumée anesthésiante ». Elle tire des projectiles sur le monstre, provoquant des explosions massives qui secouent la ruelle. Lin Zichen protège Shen Qinggan de l'explosion. Le rat aberrant est pris dans les explosions enflammées, rugissant de douleur, et est laissé étourdi par la fumée anesthésiante. Voyant son ouverture, la cyborg bondit vers l'avant, et achève la bête affaiblie dans un flot de coups. Plus tard, Lin Zichen regarde un reportage sur l'incident chez lui. Il analyse le combat, concluant que le niveau de puissance de la cyborg n'est probablement pas très élevé. Il raisonne qu'elle a dû affaiblir le rat d'abord, et cela lui a quand même pris 7 minutes pour le tuer. Il réfléchit au danger des rats aberrants géants, sachant que ce sont des créatures coriaces qui peuvent dépasser 10 mètres de long et atteindre le 5e rang ordinaire. Heureux qu'il s'en soit sorti indemne, l'incident lui rappelle la dangerosité du monde. Il se résout à intensifier son entraînement pour se protéger, et protéger ceux qui lui sont chers. On le voit plus tard dans son espace d'entraînement, faisant des squats lestés avec une barre lourde, son système le récompensant avec des points. Bien que la menace des rats aberrants plane, la vie continue. Bientôt, lui et Shen Qinggan fêtent leur 9e anniversaire avec les deux familles autour d'un grand gâteau. Après avoir fait des vœux, ils échangent des cadeaux. Grâce à sa racine céleste de la sagesse, Lin Zichen s'était appris à sculpter en une nuit, et avait fabriqué une épingle à cheveux en bois complexe pour Shen Qinggan. Elle est ravie. La place dans ses cheveux et s'exclame à quel point elle l'aime. Le temps passe vite, et bientôt, Lin Zichen et Shen Qinggan obtiennent leur diplôme de l'EL, école primaire et commencent le collège. Alors qu'ils partent, son système le notifie qu'il a complété le succès dominé les 9 ans DE accent aigu éducation obligatoire, débloquant les titres de roi de la maternelle et de numéro 1 de L, école primaire. Il est excité à l'idée de débloquer ensuite le titre de seigneur du collège, qui lui accordera l'attribut survie du plus fort. Pendant les vacances, il s'en tient à un régime d'entraînement à haute intensité. Son entraînement inclut 1000 pompes avec un rocher massif sur le dos, lui accordant d'énormes boosts de stats. Son travail acharné porte ses fruits. Juste avant la rentrée, après une course de 10 km, son système annonce que son niveau biologique a atteint le 3e rang ordinaire. Ses attributs physiques augmentent dramatiquement. Il peut maintenant soulever 700 kg d'une seule main, a un saut vertical de 4 mètres, et peut courir le 100 mètres en 6 secondes. Alors que sa puissance grandit, il se demande à quel niveau est arrivé le prodige de Kyoto. Par coïncidence, un reportage passe à la télévision la veille de la rentrée. La nouvelle révèle que le prodige, maintenant âgé de 14 ans, a fusionné avec des gènes de fourmis géantes et peut soulever un bloc d'alliage de 2000 kg d'une seule main. Lin Zichen calcule que puisque les gènes de fourmis géantes multiplient la force par un facteur de 4 à 8, la vraie force de levage du prodige sans l'amélioration génétique n'est que d'environ 500 kg. Cela signifie que Lin Zichen est toujours fondamentalement plus fort. Il sourit, imaginant à quel point il deviendra puissant avec une future fusion génétique. Le lendemain, le collège commence. Parce qu'il était le premier de la ville, tous les meilleurs collèges ont essayé de le recruter. Il a accepté l'invitation du collège de Shanghai, mais seulement si Shen Qinggan pouvait être dans sa classe. Lors de l'inscription,
Ils sont accueillis par le directeur et leur nouveau professeur principal, qui exprime à quel point il compte sur lui. Après quelques politesses, il trouve une excuse et part avec Shen Qing'an. La vraie raison pour laquelle il avait choisi le collège de Shanghai était ses excellentes installations sportives. Ils avaient prévu de jouer au badminton sur le terrain de l'aile, école avant que les cours ne commencent officiellement. Sur le terrain, une Shen Qing'an excitée dit à Lin Zichen, Shao Chen, qu'il devrait commencer. Elle sert avec panache, annonçant sa balle courbe de fée. Lin Zichen attrape facilement le volant en plein vol, mais leur jeu est interrompu. Un groupe d'élèves plus âgés s'approche, et leur chef, portant une casquette à l'envers, saisit le volant, leur informant que le terrain est réservé. Ses amis proposent moqueusement de laisser Shen Qing'an rester et s'entraîner avec eux. Shen Qing'an tient bon, leur disant qu'ils doivent suivre les règles, et qu'ils étaient là les premiers. Lin Zichen, les voyant trop s'approcher de Shen Qing'an, intervient avec une expression glaciale. Il leur dit de s'éloigner d'elle, et leur rappelle la règle du premier arrivé, premier servi. Le chef ricane, déclarant avec arrogance qu'il prend le terrain. Le chef tire le volant et le lance en l'air, mais avant qu'il ne puisse servir, Lin Zichen bouge. Il déclare qu'à partir de maintenant, ces règles sont les seules qui comptent. Avec une vague de puissance, il bondit, et smash le volant avec une force incroyable. Le volant fonce à travers le terrain, une traînée blanche. Il se déplace si vite que le chef a à peine le temps de réagir. La force de l'impact pulvérise sa raquette et envoie valser sa casquette. Les élèves plus âgés restent sous le choc, transpirants et tremblants. Ils se demandent si Lin Zichen est même humain, questionnant s'il est un fusionneur de gènes. L'un note avec terreur que si le coup avait été un peu dévié, la tête de leur chef aurait été emportée. Profondément intimidés, les élèves s'inclinent profondément pour s'excuser. Ils disent à Lin Zichen qu'ils comprennent les règles maintenant et qu'ils partent immédiatement. Ils battent alors en retraite précipitamment. Peut-être à cause de la propagation de la rumeur de l'incident, personne n'osa jamais intimider Lin Zichen ou Shen Qing'an par la suite. À part être plus grands avec de meilleures installations, leur nouvelle vie scolaire se déroulait sensiblement de la même manière. Sur le plan académique, Lin Zichen était loin devant, ayant terminé le programme du collège depuis longtemps. Pendant les cours, il lisait des livres intéressants pour passer le temps. La nuit, après ses séances d'entraînement, il utilisait sa racine céleste de la sagesse pour apprendre de nouvelles compétences en ligne, s'essayant rapidement à la cuisine, la photographie, la conduite, la natation et divers sports. Pour débloquer le titre de seigneur du collège, il ne se contenta pas d'être premier dans toutes les matières. Il représenta également l'Aile, école lors de compétitions nationales. Il se tenait au milieu d'une montagne de trophées. Pour rester discret, il veillait à ne pas remporter la première place à chaque compétition. Un semestre passa et le titre n'était toujours pas débloqué. Cependant, ses performances lui valurent de nombreuses admiratrices, qui laissèrent des piles de lettres d'amour sur son bureau. Il les ignorait. À part donner des cours à Shen Qing'an, il se concentra sur le prochain festival sportif de l'Aile, école. Il croyait que s'il le dominait complètement, il devrait enfin débloquer le titre. Pour le festival, il ne s'inscrivit qu'à 3 épreuves. Le lancer de poids, le saut en hauteur et le sprint, représentant la force, le saut et la vitesse. Il réalisa un lancer de poids stupéfiant, de 201 mètres. Bien qu'il se soit retenu pour ne pas paraître trop surhumain, il remporta facilement la première place dans toutes ces épreuves. Alors qu'il était assis avec Shen Qing'an, admirant sa médaille d'or, il sentit une nouvelle puissance parcourir son corps. Une notification du système apparut, annonçant que parce que ses réalisations surpassaient de loin celles de tous les autres étudiants, il avait débloqué le titre de seigneur du collège. Avec les 3 titres scolaires désormais débloqués, le succès dominé les 9 ans DE accent aigu éducation obligatoire était complet, et il avait obtenu le nouvel attribut biologique, survie du plus fort. Alors que le pouvoir l'envahissait, il réalisa avec satisfaction que le titre était enfin déverrouillé. Alors que Lin Ziqian et Shen Qing'an quittent l'école, il réfléchit à son nouvel attribut de survie du plus fort. Cette capacité permet à un prédateur de dévorer l'essence vitale d'autres créatures afin d'évoluer. Il se demande ce qu'est vraiment cette essence vitale, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce que Shen Qing'an l'appelle et lui demande de l'attendre. Revenant brusquement à la réalité, une idée lui traverse l'esprit. Il demande à Shen Qing'an s'il peut emprunter son collier orné d'une dent de bête. Elle accepte et le lui tend. Au moment où ses doigts effleurent la dent, une notification du système apparaît. Elle l'informe qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du papillon géant abyssal. Un nouveau grimoire s'ouvre, affichant une progression d'1%. Une image spectrale surgit autour de lui, un immense papillon noir dont les ailes sont couvertes d'yeux. Stupéfait, il comprend que la dent est en réalité une canine de papillon. Le soir venu, curieux d'en apprendre plus, il fait des recherches en ligne sur ce mystérieux papillon géant abyssal. À sa grande surprise, il ne trouve aucun résultat.
Il comprend alors qu'il devra étudier cette créature exotique par lui-même. Il se souvient que Bai Sui leur avait donné une paire de crocs. Fouillant dans son sac, il retrouve la deuxième dent. En la tenant, il absorbe une nouvelle fois son pouvoir. Une autre notification confirme qu'il a dévoré une seconde trace d'essence vitale, mais la progression du grimoire n'augmente que jusqu'à 2%. Déçu, il réalise que la dent ne contient presque plus d'essence vitale. Il conclut qu'il devra trouver un autre moyen de libérer tout le potentiel du papillon géant abyssal. Le lendemain, après les cours, afin de renforcer son entraînement et de garantir une échappatoire rapide en cas de rencontre avec une bête anormale, Lin Zichen commence à ramener Shen Qing'an à vélo, matin et soir. Alors qu'il quitte l'école, un homme l'interpelle. Vêtu d'un survêtement, il se présente comme l'entraîneur Go de l'équipe d'arts martiaux. Il félicite Lin Zichen pour sa performance lors du dernier tournoi sportif, la meilleure de toute l'histoire de l'école. Enthousiaste, il l'invite officiellement à rejoindre l'équipe, affirmant que son talent physique dépasse largement ses résultats scolaires. Il insiste pour qu'il accepte, mais lui propose tout de même de prendre le temps de réfléchir et de se renseigner avant de donner sa réponse. L'entraîneur parle avec tant de fougue que Lin Zichen n'a pas l'occasion de refuser. En les saluant, il leur rappelle que l'équipe s'entraîne dans la salle C du gymnase et l'invite à passer le lendemain. Le soleil se couche quand Lin Zichen se retrouve seul dans sa chambre, prêt à tester sa nouvelle capacité. Il frappe dans ses mains, écrasant un cafard et un moustique. Mais en les ouvrant, aucune énergie ne circule en lui. Il comprend que tuer de simples insectes ordinaires n'active pas son pouvoir. Il en déduit que seules les bêtes puissantes ou exotiques possèdent assez d'essence vitale pour nourrir son évolution. Pour vérifier sa théorie, il décide de se rendre dans un supermarché spécialisé dans la viande de bête. Avec Shen Qing'an assise à l'arrière, il pédale jusqu'à la ville. Ils arrivent devant un immense supermarché à plusieurs étages. En parcourant les rayons, Lin Zichen constate qu'il y a beaucoup de viande de bête, mais uniquement sous emballage. Impossible de tester sa théorie sans contact direct. Alors qu'il commence à se sentir frustré, il entend un boucher vanter de la viande fraîchement découpée. Intrigué, il aperçoit un comptoir où un panneau indique « Viande de bête fraîche, non emballée, sûre à consommer ». Un boucher découpe de grandes pièces de chair. À une Shen Qing'an perplexe, il dit de l'attendre et s'avance vers le comptoir. Sans plus d'explication, impatient de confirmer son intuition, il pose la main sur un morceau de viande encore tiède. Aussitôt, une puissante vague d'énergie violette se déverse en lui. Comme il l'avait deviné, cette viande regorge d'essence vitale. Le cœur battant, il serre le poing, un large sourire illuminant son visage. Shen Qing'an l'observe, confuse, incapable de comprendre pourquoi il s'excite autant en touchant un simple morceau de viande. Elle s'approche, inquiète, et lui demande ce qu'il ressent. Tentant de rester naturel, Lin Zichuan lui répond que la viande semble juste plus fraîche que d'habitude et lui propose d'essayer. Paniquée, elle recule et refuse d'un geste vif, disant qu'il en a déjà touché assez pour deux. Ayant confirmé sa théorie, Lin Zichuan décide d'acheter de la viande pour poursuivre ses tests à la maison, ce qui surprend Shen Qing'an. Elle n'est pas étonnée, la viande de bête coûte une fortune. Même l'option la moins chère, le calmar fantôme, atteint près de 1000 yens le demi-kilo. Choisissant ce calmar, il prend un paquet. Shen Qing'an s'alarme du prix et lui dit de consulter sa mère d'abord. Mais Lin Zichuan se contente de lui caresser la tête avec un sourire rassurant, lui mentant que sa mère lui a demandé d'en acheter pour leurs deux familles. Un souvenir montre sa mère, Zhang Wangxian, joyeuse à l'idée de cuisiner un festin. En réalité, Lin Zichuan admet intérieurement que, même s'il compte bien partager, sa véritable intention est de vérifier s'il peut absorber l'essence vitale par ingestion, car il craint que l'absorption directe ne gâche la viande. À la caisse, il achète 3 paquets de calmar fantôme pour un total de 29,94 yens. Alors qu'ils repartent, il réfléchit au prix exorbitant et se demande quand ils pourront en racheter. Il est déjà plus de 9 heures du soir quand il quitte la ville, préférant rentrer directement, la situation étant trop instable ces derniers temps. Sur le chemin, Lin Zichuan ne pense qu'à son expérience. N'y tenant plus, il pose discrètement la main sur un des paquets dans le panier. Aussitôt, une énergie violette familière se répand en lui. Le système confirme qu'il a dévoré une trace d'essence vitale du calmar fantôme. Un nouveau grimoire s'ouvre, mais sa progression n'est que de 0,1%.
Une image spectrale du calmar aux multiples yeux envahit son esprit. Calculant mentalement, il comprend qu'un simple morceau de chair ne suffit à libérer qu'une infime partie du pouvoir. Il estime qu'il lui faudrait 100 demi-kilos pour atteindre 100%, soit 100 000 yens. Pensant à la capacité spéciale du calmar, se dissoudre dans l'eau pour disparaître, il juge que ce pouvoir vaut bien un tel investissement. Sa voie est tracée. Il doit gagner une énorme somme, sans rien demander à sa famille. Il se rappelle alors son second objectif, tester si l'absorption gâche la viande. En observant le paquet, il constate que la chair reste intacte, parfaitement fraîche. Ravi, il comprend que l'essence peut être extraite sans altérer immédiatement le produit. Continuant son absorption, il voit la jauge du calmar grimper à 3%. Soudain, Shen Qing'an le tire de sa concentration en criant un avertissement. Il freine brusquement, évitant de peu un couple dans la piste cyclable. Gêné, il s'excuse et se gronde intérieurement de ne pas avoir fait attention. Leurs regards se tournent vers l'avant. Une scène tendue se déroule. Un homme musclé aux cheveux rouges retient une femme en otage, un couteau sous la gorge. Shen Qing'an, horrifié, reconnaît leur enseignante, Cao Mei. Autour, des policiers tentent de négocier. Le capitaine empêche un agent, Ah Bing, de tirer, expliquant que la cible est trop proche de l'otage. L'idée d'utiliser du gaz soporifique est rejetée, jugée trop risquée. Alors que les forces hésitent, Lin Zichen prend sa décision. Discrètement, il ramasse un caillou et le lance avec une précision foudroyante. Le projectile heurte le pistolet de l'agent, provoquant un tir accidentel. La balle perdue atteint la main du preneur d'otage, qui lâche son couteau sous la douleur. La police profite de l'occasion pour le neutraliser et libérer Cao Mei, indemne mais tremblante. Sans se faire remarquer, Lin Zichen remonte sur son vélo. Shen Qing'an, les yeux écarquillés, lui demande s'il a lancé la pierre. Il lui intime de se taire et accélère. Mais avant qu'ils s'éloignent, une voix les arrête. Le capitaine les interpelle, demandant si Lin Zichen est bien l'auteur du geste. Pris de panique, il nie avec un sourire nerveux. Le capitaine, perplexe, trouve étrange que quelqu'un refuse de revendiquer un acte héroïque. Il glisse qu'une récompense attendrait un tel courage. Le mot « récompense » fait aussitôt briller les yeux de Lin Zichen. Il freine brusquement, fait demi-tour et avoue, gêné, que c'était bien lui, ajoutant qu'il a grand besoin de cet argent. Le capitaine lui demande de venir au poste pour rédiger un rapport et promet de l'aider à obtenir la prime. Après avoir prévenu leur famille, Lin Zichen et Shen Qing'an s'apprêtent à se rendre au commissariat. Mais alors que les policiers escortent le suspect menotté, son corps se déforme de façon monstrueuse. À l'horreur générale, il mute en un énorme rat aberrant. Les menottes se brisent sous sa force et ses griffes balayent les agents. Le capitaine ordonne de protéger les civils et d'ouvrir le feu, mais les balles s'avèrent inutiles. Un rapport panique identifie le criminel. Il a fusionné avec les gènes du roi des rats. La situation exige des renforts immédiats. Lin Zichen saisit Shen Qing'an et l'entraîne en courant. Heureusement, le monstre ne les poursuit pas. Mais soudain, une silhouette surgit du ciel, auréolée d'une lueur violette. Une femme cyborg vêtue d'une armure futuriste, aux cheveux courts d'un violet sombre. Elle frappe le rat d'un coup surpuissant, le projetant en arrière. Dans les airs, elle concentre un canon laser au centre de sa poitrine. En un ordre bref, elle déclenche un rayon colossal qui engloutit la créature. Dans un hurlement atroce, le monstre est réduit en cendres. Lin Zichen reste pétrifié devant tant de puissance. Shen Qing'an et Cao Mei soupirent de soulagement. Mais lui a d'autres priorités. Il vérifie aussitôt son vélo, soulagé qu'il n'ait pas été détruit, car cela aurait représenté une lourde perte. Puis une odeur le frappe. Dans le panier, la viande de calmar est avariée. Il comprend alors son erreur. Absorber l'essence finit par gâcher la chair, mais avec un délai. Saisissant un tentacule flétri, il accuse bruyamment le combat et le monstre d'avoir ruiné la viande, jouant la comédie pour détourner l'attention. Cao Mei le réconforte, disant que l'important est qu'il soit sain et sauf. Au lieu de rentrer, ils sont conduits au commissariat, comme l'a demandé le capitaine. Mais à leur grande surprise, ils voyagent dans le même fourgon que les restes du hérétique, une masse carbonisée, empestant la mort. Assis dans l'odeur pestilentielle, Lin Zichen a soudain une idée. Il se souvient que les crocs offerts par Bai Sui contenaient encore de l'essence longtemps après la mort de la bête. Alors un doute l'envahit. Et si ce cadavre en contenait encore, pourrait-il dévorer l'essence et s'approprier lui-même les gènes du roi des rats?